la une de l'actualité des idées en ce mardi 1er novembre, et oui, comprendre l'islam politique. Notre invité, le politologue François Burgat, est directeur de recherche au CNRS et à l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman, ancien directeur de l'Institut français du Proche-Orient à Damas, puis à Beyrouth. Vous publiez, François Burgat, Comprendre l'islam politique, une trajectoire de recherche sur l'altérité islamiste 1973-2016, un ouvrage qui vient de paraître donc à la découverte. Un ouvrage dans le droit fil de vos précédents travaux, déjà auteur de l'islamisme en face, l'islamisme à l'heure d'Al-Qaïda et de Pas de printemps pour la Syrie que vous avez co-dirigé. Depuis une vingtaine d'années, vous vous consacrez en effet à l'étude des différents courants islamistes dans le monde arabe et vous appliquez à construire une perception rationnelle de l'islam politique, à le sortir de l'ornière culturaliste et idéologique. Alors comment ? Par une approche cette fois-ci comparatiste, une fresque, comme vous l'évoquez, dressée à travers les particularismes des différents pays explorés, le Yémen, l'Égypte, le Liban, la Syrie, l'Algérie, où vous avez séjourné, pour mieux cerner la diversité de la matrice islamiste globale. Et puis par une dimension plus personnelle, un effort de mémoire, ce sont vos mots, qui restitue des interactions entre un vécu personnel, une carrière professionnelle et une trajectoire de recherche. Bonjour François Burgat. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ce livre est né d'une colère ou d'une incompréhension. Vous l'évoquez très rapidement dans les premières lignes. Quelque part, il y a pour vous aujourd'hui un gros contresens. Quel est-il ? Quel est ce contresens majeur qui, selon vous, existe dans l'analyse qui est faite des tensions actuelles entre le monde occidental et le monde musulman ? Merci de votre invitation. Vous me demandez l'effort suprême d'aller au cœur du votre dispositif. Ouvrage. Exactement, en quelques mots. Mais c'est faisable. C'est difficile, mais c'est faisable. Je dirais que les Français, tout particulièrement, les Occidentaux, mais tout particulièrement les Français, nous avons une difficulté à imaginer que des acteurs politiques, en l'occurrence ceux du sud de la Méditerranée, puissent faire de la référence religieuse un usage différent de celui que nous avons fait dans notre propre historicité. Lorsque la référence religieuse était un obstacle au processus de construction républicaine, puisqu'il était l'un des instruments de l'affirmation du pouvoir absolu de la monarchie. Nous avons des difficultés, et je vais faire un petit détour par le champ des féministes. Peut-elle être des nôtres, celle qui ne critique pas sa religion comme nous autres ? Voilà la question à laquelle nous ne parvenons pas à répondre oui. Oui, pour autant que la référence religieuse soit dans l'historicité propre des musulmans, domaine du monde en fin de période de domination par les Occidentaux, ne soit pas une référence identitaire qui joue un rôle tout à fait différent de ce que la référence religieuse jouait dans notre propre histoire. Je crois que là, on est au cœur du malentendu, de notre incapacité à percevoir la légitimité de ces acteurs qu'on discrédite en les appelant islamistes, alors qu'il y a une cohérence pour autant que nous admettions, et c'est ce que je fais dire à Hachim Membe, que notre expérience française n'a pas le monopole de l'universel. Il y a pu y avoir des trajectoires autres vers la construction républicaine. Et que des musulmans aujourd'hui prennent appui sur la fonction identitaire de leur identité religieuse, de leur appartenance religieuse, alors qu'ils sont encore dans un univers qui est dominé par les Occidentaux, c'est quelque chose que nous ne parvenons pas vraiment à comprendre. Et je dirais que c'est ça que j'ai décliné. Et puis, après, la seconde déclinaison, c'est que quand on prend appui sur les ressources symboliques de sa culture musulmane, on peut être gentil, on peut être méchant. Mais je dénie le droit des observateurs de dire on est automatiquement méchant. On est automatiquement conservateur socialement. Je dis non, c'est pas vrai. On peut prendre appui sur son patrimoine culturel propre pour légitimer des réformes sociales qui ressemblent beaucoup à celles que nous avons nous-mêmes fait en rejetant la référence religieuse. Alors toujours en regardant d'ici, c'est-à-dire, si on vous comprend bien, François Burgat, que faire du religieux un usage identitaire n'est pas forcément contraire à la modernité ou à la modernisation des sociétés, ou également ce retour du religieux n'est pas incompatible pour vous avec la démocratisation de ces sociétés ? Vous l'avez dit, je n'ai rien à rajouter.
Bon. Il n'y a pas de relation antinomique avec un usage. Après, on verra qu'on peut faire toutes sortes d'usages. Disons tout de suite, l'islamisme, ça va de Rached Ranouchi, qui a été l'artisan de l'adoption de l'une des constitutions les plus démocratiques et les plus laïques dans la Tunisie, jusqu'à El Baghdadi, qui est l'extrême opposé. Donc il faut savoir ce qu'on met derrière l'usage de la référence religieuse. Mais oui, la grande erreur est de construire l'idée que l'usage de la référence religieuse est antinomique avec les progrès de la démocratisation et de la libéralisation au sens universel du terme. Qu'est-ce que vous, François Burgat, vous mettez derrière ces termes d'islam politique? Ça va de où à où? D'abord, je fais pas de fétichisme à l'égard de ce titre. Je veux dire un secret. J'avais utilisé le terme islamisme. Je l'utilisais 2 fois dans le titre puisque je disais une trajectoire de recherche sur l'altérité islamiste. Donc, on pourrait dire, vous n'avez pas cité le tout premier livre que j'ai fait, qui est maintenant dans la petite bibliothèque Payot, qui s'appelle L'islamisme au Maghreb, : La voie du Sud. Je dirais que c'est ça que je mets dans l'islam politique. C'est le lexique que les sociétés, au sortir d'une période de domination coloniale, remettent en vigueur, remettent en valeur pour refermer la parenthèse coloniale où les catégories symboliques importées ou imposées par la culture du colonisateur s'étaient substituées aux catégories symboliques perçues comme homemade, perçues comme endogènes. C'est pour ça que je dis attention, l'islamisme, c'est pas seulement une question de résurgence du sacré. C'est le spectre de mobilisation de l'islamisme est beaucoup plus large. Ce qui fait la fonctionnalité de la référence religieuse, ce n'est pas son caractère sacré, ou ce n'est pas seulement son caractère sacré, c'est son caractère endogène. Quand on parle musulman, on emploie un lexique qui a pour première vertu de signifier la différence, la rupture, ou en tout cas la prise de distance avec l'ambition des occidentaux colonisateurs à avoir le monopole d'expression de l'universalité. Mais quand vous parlez d'islam politique, est-ce que ça va autant des partis qui se sont institutionnalisés jusqu'aux groupes islamistes radicaux? En gros, est-ce que pour vous l'islam politique, c'est autant les frères musulmans que les chiites du Hezbollah, que les extrémistes de Daesh ou de l'État islamique? Absolument. Sous des formes diverses. Absolument. Non, c'est une définition englobante. Ce sont tous les gens qui font un usage ostentatoire de leur appartenance religieuse pour exprimer leurs besoins sociaux ou politiques dans l'enceinte nationale ou régionale ou internationale. Alors, comprendre, c'est le titre de cet ouvrage. Comment expliquez-vous dès lors, François Burgat, non pas la naissance, mais la résurgence d'un islam politique, parfois modéré, parfois très fortement radicalisé? Est-ce que nous sommes aujourd'hui dans un temps de l'histoire de ces sociétés, pour vous, qui explique ceci? Est-ce qu'on est au début d'un cycle ou à la fin d'un cycle? Ah oui, bien sûr, on est dans. Alors, il faut l'historicité. On ne peut pas comprendre l'islam politique si on ne le corrèle pas à la phase coloniale. C'est absolument évident que nous sommes dans une séquence historique qui n'est pas décryptable si on n'a pas un siècle d'histoire. J'aime bien citer un auteur libano-américain qui parlait de la réaction de ceux qu'on a appelés, le vocabulaire est parfois complexe, ceux qu'on a appelés les premiers réformistes, Abdou Afrani à la fin du 19e siècle. Le monde musulman a considéré l'Europe d'abord sur un mode admiratif. Et il y a cette phrase célèbre d'Abdou qui voit l'Europe et dit c'est l'islam sans les musulmans, tout est magnifique. Et puis on prend conscience que c'est un danger. Et on commence à se dire comment va-t-on pouvoir résister à l'extraordinaire fonctionnalité de cet Occident qui est meilleur que nous dans absolument tout. Et Ourani dit à partir de ce moment-là, plus aucune idéologie politique dans cette région du monde pourra s'abstraire du besoin intrinsèque de ces populations de se positionner par rapport à cet autre envahissant qu'est l'Occident. Nous sommes toujours dans cette séquence. Et alors, la séquence que j'ai expliquée dans le premier de mes ouvrages, c'est la remise à distance de l'Occident s'est exprimée successivement sur 3 terrains, les indépendances,
et on n'a pas aimé les indépendances, hein, vous vous souvenez, ça nous a quand même traumatisés. Mais le pire était à venir. On a eu les nationalisations. Rends-moi la clé du canal de Suez, redonne-moi le contrôle des champs pétroliers. Et nous avons, encore une fois, pété un câble. Nous avons associé Nasser à Hitler. Le pire était à venir. Les dominés d'hier se sont mis, pour s'exprimer, à employer un lexique qui n'était plus celui dont nous pensions confortablement qu'il avait le monopole d'expression de l'universel. Ils ont plus voulu dire démocratie, ils ont dit choura. Hein. Et ça, voilà, ça c'est la matrice analytique de tout mon dispositif. Question de Bruno Cadenne. Tout à l'heure, vous rappeliez que Ennahdha avait participé à l'écriture de la constitution démocratique actuelle de la Tunisie. Mais à l'époque du printemps arabe en Tunisie, Ennahdha se présentait, ou en tout cas c'était dans de nombreux médias, on disait le modèle c'est l'AKP, c'est la Turquie, et il y a une possibilité de voir se développer un islamisme démocratique comme il y a eu en Europe et en particulier en Allemagne, les chrétiens démocrates, ils pourraient avoir des islamiques démocratiques, etc. Mais quand vous voyez plusieurs années après ce qu'est devenu l'AKP, et puis finalement en Tunisie, les résultats électoraux post-révolution n'ont pas été extraordinaires pour Ennahdha. Il a fallu qu'il partage le pouvoir. Enfin, ça n'a pas été si simple que ça, l'élection suivante. Comment vous revoyez a posteriori cela? 2 leçons. Moi, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est pourquoi le lexique musulman a une capacité de mobilisation supérieure à celui hérité de la période du nationalisme laïque. Et ça, cette démonstration, elle est faite partout. Mais j'ai jamais dit que quand on emploie le lexique musulman, on est tout gentil ou tout méchant. Et donc, quand on voit, eh bien, effectivement, Erdogan se construire un gigantesque palais, on peut se dire, oh là 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 là, le fait d'utiliser le lexique de la religion musulmane ne prémunit pas contre des tendances extrêmement répandues dans le monde entier, du narcissisme ou de l'autoritarisme, d'accord ? Et j'emploie une expression, je dis, quand les islamistes, ayant capitalisé la demande identitaire de restaurer l'hégémonie des catégories de la culture perçue comme endogène, arrivent au pouvoir, eh bien c'est politics as usual. C'est-à-dire qu'ils peuvent devenir comme ci, ils peuvent devenir comme ça. Alors après, sur la trajectoire d'Ennahdha, je pense que les processus électoraux en Égypte et en Tunisie nous ont appris une chose. Le pouvoir n'est pas à prendre par les urnes. D'accord ? Une majorité électorale ne vous donne pas les moyens de contrôler un appareil d'État construit sur 40 années de solidarité autoritaire. Donc les Égyptiens, les frères musulmans égyptiens ne l'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que quand ils ouvraient le tiroir de leur bureau de président, il n'y avait pas les instruments de contrôle, ni militaires, ni financiers, ni judiciaires, ni médiatiques. Et ils ont payé ce prix-là. Ce qui est dangereux dans l'expérience égyptienne, c'est que nous avons cautionné ça. Et ça, c'est intolérable. Les Tunisiens l'ont compris. Et ils ont fait marche arrière et ils ont adopté une attitude attentiste et réaliste qui est tout sauf une bérésina politique. Ils ont perdu 6% de points. Moi, je pense que n'importe quel parti qui aurait assumé la transition politique aurait de toute façon perdu, tellement les attentes de la société étaient importantes. Donc, je ne suis pas d'accord avec l'idée que la trajectoire de Ennahdha est face à une coalition hétéroclite qui est en train de se fissurer. L'histoire, c'est long. Attendons la suite. Mais juste un dernier mot sur la situation politique en Tunisie. Quand vous dites dans le livre, en fait, c'est la Marsa, pour faire simple, qui n'aime pas les islamistes, mais la Tunisie, c'est pas la Marsa. Alors pour préciser, la Marsa, c'est le quartier chic au nord de Tunis. Mais lorsqu'il y a eu les premières élections après la prise de pouvoir de Ennahdha, il n'y a pas eu que la Marsa qui s'est mis en opposition au parti. Alors l'opposition, elle est très faible, mais dans la situation de Ennahdha, il faut rappeler quelque chose. Ennahdha a fait un choix extraordinairement volontariste de gouverner au centre. Ennahdha s'est coupé d'une très très large partie de l'électorat islamiste potentiel. L'idée que l'idéologie éradicatrice de la Marsa est hégémonique actuellement en Tunisie est absolument erronée à mon sens, parce que aux voix de Ennahdha, il faudrait rajouter, malheureusement, si on raisonne en termes d'islamisme, les voix de tous les gens qui votent pas, hein, et ça fait beaucoup de monde. Donc l'idéologie, qui n'en est pas une, hein, puisqu'il n'y a pas un singulier, c'est pas une grammaire, c'est un lexique,
politique, le lexique islamique reste hégémonique dans un pays comme la Tunisie. François Burgat, comprendre l'islam politique qui vient de paraître à la découverte est d'abord une réflexion sur l'altérité islamiste, telle que vous l'appelez. Quel est cet autre qu'on ne saurait voir, cet autre irréductible? C'est une réflexion que vous avez entamée en Algérie dans les années 70, poursuivie en Libye, en Égypte, au Yémen et enfin en Syrie. Ces différentes destinations vous ont fait percevoir un monde musulman qui est bien sûr loin d'être homogène. Est-ce que vous arrivez à nous dire en gros quelles sont les différences principales dans cette altérité, dans cette perception que vous en avez développée? Non, si vous voulez faire une palette de la diversité du monde arabe et musulman, oui, il y a des variables extrêmement précises. Quelles ont été les modalités d'entrée en contact avec les Occidentaux, hein? Alors, à un extrême, nous avons l'Algérie, qui est l'archétype de la violence coloniale, parce qu'il y a la durée, il y a la violence extrême de la guerre de conquête, il y a la durée de la présence, il y a l'ambition d'assimilation culturelle du colonisateur. Après, vous avez des nuances. Les protectorats voisins laissent subsister sur le plan imaginaire, et c'est relativement important, même si on lui a couper les dents, pour employer une expression qui a des résonances politiques françaises intérieures récentes, même si on leur a coupé les dents, les autorités, le sultan et le bey permettent une identification à des autorités locales. Et puis la présence est moins longue, et puis il n'y a pas d'appropriation culturelle aussi forte. Et puis après, vous avez des terroirs comme le Yémen, où il n'y a pas eu de présence coloniale directe après le départ des Ottomans en 1911 et en 1918. Donc ça, c'est une première catégorie. La deuxième, c'est qui étaient les régimes? Est-ce que le régime, c'était une monarchie comme les Saouds ou au Maroc? Est-ce qu'ils gouvernaient au nom de Dieu? Hein? Ou est-ce que, comme Bourguiba, il buvait un verre de jus d'orange en plein milieu du mois de Ramadan? Ou est-ce que, comme Boumedienne, il disait le Coran ne suffit pas à nourrir le ventre des affamés, hein? Et nous avons donc là une nouvelle variable. Et puis après, nous avons les politiques occidentales dans cette région, la nature encore des relations qui ont été menées avec les régimes. Nous aimons bien les dictateurs, pourvu que ce soit des dictateurs soumis. Nous aimons pas les dictateurs rebelles. Donc, il y a cette variable avec Kadhafi. Kadhafi était un dictateur, mais c'était un dictateur rebelle. Donc, il y a eu une tension qui a pu répondre à la demande identitaire d'affirmation nationaliste, ce qui n'a pas été le cas en Tunisie, par exemple. S'interroger sur l'autre, c'est effectivement s'interroger sur le regard que nous posons sur l'autre. Et comme vous l'écrivez, pour soulager nos angoisses domestiques, préférant chercher loin de nous l'origine des turbulences auxquelles nous sommes pourtant étroitement associés, nous focalisons notre attention sur l'islam de l'autre et rêvons de le modeler à notre image. De là est née une récurrente tentation, remodeler à notre profit les références de cet autre que nous avons érigé en adversaire idéologique, en empêcheur de moderniser en rond. Vous avez évoqué les dictateurs, on va peut-être du coup essayer de comprendre un peu, selon vous, ce qui s'est passé en Syrie. Alep est toujours sous les feux, de part et d'autre. Aujourd'hui, c'était évoqué dans le journal de Bruno Cadenne à l'instant. Moscou a estimé que la reprise du processus de paix n'est plus d'actualité. La faute aux puissances occidentales qui ne parviennent pas à faire cesser les violences commises par les extrémistes islamistes syriens, nous dit le ministre de la Défense russe. Vous avez signé, François Burgat, une tribune dans Libération il y a quelques jours, le 27 octobre dernier. Arrêtons la main de Poutine à Alep. C'était le titre de cette tribune. Qu'est-ce qui se joue actuellement en Syrie, François Burgat? Sommes-nous dans un laisser-faire? Oui, se joue l'écrasement militaire de la totalité de ce mouvement qui nous avait séduit, qui est la protestation, la racine du conflit syrien. C'est une protestation transsociale, transconfessionnelle contre un régime extrêmement autoritaire qui était arrivé à ses fins. C'est ce que vous écrivez, à la Syrie, dont vous dites qu'à l'origine de la crise est assez simple. La révolte d'une population contre un dictateur, ça s'est complexifié avec l'internationalisation de la crise et avec notre incapacité à considérer comme légitime, notamment les forces islamistes, à contribuer à l'échec du printemps syrien et à accentuer cette crise. Vous avez tout dit, là, il me reste plus rien à dire. Si, continue. Non, la crise s'est complexifiée du fait de la diversification des agendas de ceux qui se sont
approcher du gâteau syrien. Quand il y a une crise, eh bien, les acteurs internationaux en font une lecture dont ils espèrent qu'elle va leur apporter des dividendes. Si on devait qualifier la diversité de ces agendas, il faut surtout dire que l'internationalisation a été dissymétrique. Ceux qui ont aidé le régime sont des gens très bien. Ils ont fait, entre guillemets, ils ont fait le boulot sérieusement. Ils ont été à l'essentiel, verrouiller la protection diplomatique du régime, assurer son hégémonie militaire. Ceux qui ont aidé l'opposition, les pauvres, ils étaient répartis dans toutes les capitales de la terre, et évidemment au Caire du temps de Morsi, à Doha, à Riyad, à Paris, à Washington, on n'avait pas la même perception, et donc ils n'ont jamais véritablement coordonné leurs efforts, et surtout, c'est ça le cœur du problème, ils ont perdu confiance dans les élites qui naissaient du processus révolutionnaire. Juste une petite image qui me paraît extrêmement importante. Le drame de la révolution populaire syrienne au sens le plus légitime du terme, c'est qu'elle a accouché de deux révolutions parasites. La première, c'est la révolution des Kurdes, on pourra en parler. La deuxième, c'est la révolution des radicaux djihadistes, qui avaient des temporalités et des finalités et des modes d'action différents de la grande révolution syrienne. Eh bien, le problème, c'est que ceux qui défendaient la révolution contre le régime se sont focalisés sur ces deux révolutions parasites. Les Turcs ne regardent plus la crise syrienne que par le prisme kurde. Et les Occidentaux ne regardent plus la crise syrienne que par le prisme du djihadisme. Et ils font une lecture extrêmement égoïste de la gestion de leurs intérêts. Ils veulent prévenir, mais de façon très maladroite et contre-productive, mais ils veulent prévenir les occurrences de terrorisme sur leur territoire. Et au nom de ces intérêts extrêmement égoïstes, ils ont abandonné complètement la masse de la population, l'écrasante majorité de la population qui, elle, souffre des actions du régime et de ceux qui lui permettent d'exister, c'est-à-dire l'Iran et la Russie. Mais vous le dites, l'opposition quand même a muté quelque part durant toutes ces années en différents groupes. Il fallait soutenir quoi, les groupes radicaux simplement parce qu'ils s'opposaient au régime de Bachar el-Assad, quitte à ce que le remède après soit pire que le mal? Non, c'est pas simple. Je dis pas que c'est simple. C'est très ambitieux de ma part de parler en noir et blanc, mais je dirais qu'il y a quand même une frontière qu'on n'a pas construite. Il y a des groupes qui avaient un agenda anti-occidental explicite, et il y a des groupes qui n'avaient pas d'agenda anti-occidental. Notre frontière aurait dû être celle-là. Or moi, je puis vous assurer sur le terrain, j'ai vu des situations en côtoyant les groupes armés en Jordanie où un représentant d'un groupe armé me disait on n'a plus qu'à changer de nom parce qu'on s'appelle Ahl Sunna. Et moi, en ironisant, je dis Ahl Sunna en français, ça veut dire le bon chrétien, quoi. Bon, ça veut dire le brave mec, celui qui a une bonne foi. Eh bien, nos services n'avaient pas la boîte à outils qui leur permettait de faire la différence entre des groupes qui avaient un agenda anti-occidental auquel on était légitime à s'opposer et des groupes qui étaient inscrits dans le tissu de la culture dont je vous ai parlé, de celle où la référence religieuse est en empathie totale avec la population et réciproquement. Et donc, nous n'avons pas su faire la différence entre les groupes qui avaient un agenda anti-occidental et les autres. Nous nous sommes substitués aux Syriennes et aux Syriens qui, au mois d'août dernier, ont dit « Nous allons faire une alliance de 22 groupes armés sur le terroir d'Alep. Cette alliance va englober l'ex-front El-Nusra. » Nous, on a dit « Non. Nous, on sait mieux que vous. » Et eux, ils nous ont dit « Mais attendez, les amis, c'est eux qui nous défendaient. C'est eux qui ont permis qu'on soit alimentés. » Et nous, on leur a dit « Non. » Enfin, les Américains, en tout cas, sont restés sur une ligne qui est extrêmement idéologique. Les Américains ont fait exactement la même erreur que quand ils ont dit « Tout ce qui est bassiste, on va le détruire. » Non, c'était plus compliqué que ça. Et c'est eux qui ont enclenché la mécanique de radicalisation de tous les héritiers du président Saddam Hussein. Ils refont la même erreur en n'ayant pas la boîte à outils qui permettent de comprendre, pardonnez du peu, l'altérité islamiste. Bruno Cadenne. Mais d'une certaine manière, pour la Russie, c'était beaucoup plus simple. Par pur manque de scrupules, absence de scrupules et cynisme, pour Vladimir Poutine, c'était beaucoup plus simple. Il n'allait pas s'embêter sur les méthodes. Et en plus, il a une phobie, une peur panique du remplacement d'un chef d'État par la foule, ce qui explique l'Ukraine, ce qui explique plein de choses. Donc, c'est un petit peu difficile de mettre sur le même plan un régime autoritaire comme la Russie qui finalement n'avait aucun scrupule avec des démocraties qui sont par essence différentes. Qui n'en ont que peut-être vous pas dites est toujours. irréprochable. La cohérence de l'attitude russe est évidemment plus facile à cerner, mais il n'en reste
pas moins que le résultat à moyen terme est absolument dramatique, parce que si on revient à Mossoul, c'est pas l'écrasement militaire de l'un des camps, alors qu'il n'y a pas d'alternative politique crédible qui restaure. Ce qui restaure la stabilité d'une région, c'est pas les bombes, c'est les institutions politiques crédibles permettant à une société complexe de vivre en harmonie. Et donc l'écrasement militaire de Daesh, et a fortiori l'écrasement militaire de toute l'opposition sunnite, nous prépare des lendemains où des bouffées de terrorisme persisteront sur place et bien sûr s'exporteront dans l'environnement régional et international. Comme Pierre-Jean Louisard, vous dites, François Burgat, qu'on est tombé dans le piège de Daesh ? Oui, absolument. En intervenant notamment Oui, militairement. absolument. J'ai signé récemment un article dont le titre était « Les Occidentaux ont eu à l'égard de Daesh une attitude à peu près aussi responsable et intelligente que le taureau devant la muleta ». Oui. C'était dans Le Monde. En effet. François Burgat est l'invité de la deuxième partie de la Grande Table jusqu'à 13h30. France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert. François Burgat, vous êtes intervenu récemment, en janvier, devant la commission parlementaire au Sénat, et vous avez dit le problème... À l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. Le problème, c'est pas les musulmans de France. Le problème, c'est la France. Vous défendez l'idée quelque part que nous avons une part de responsabilité évidente dans notre infortune djihadiste, que les racines du djihadisme sont profondément implantées dans notre politique, au cœur, écrivez-vous, du mal-vivre des cibles mal choisies de nos politiques étrangères ou des mal-aimés frappés par les mécanismes d'exclusion d'un pan entier de notre nation. Alors ça, c'est la grande question qui nous préoccupe évidemment aujourd'hui en France dans ce rapport avec l'autre. C'est comment expliquer le djihadisme, et à la question quelle causalité, il y a des points de vue très différents qui s'expriment depuis quelques mois, depuis les attentats qui ont frappé la France en 2015, des clivages qui refont jour au sein de la communauté des chercheurs spécialistes de l'islam et du monde arabe. Deux points de vue notamment auxquels vous vous référez directement dans votre ouvrage et que vous nuancez, pour pas dire vous vous y opposez d'une certaine manière. Celui d'Olivier Roy qui vient de faire paraître un nouvel essai, Le djihad et la mort. Il revient sur ces concepts, ces notions qu'il a longtemps mises en avant, le nihilisme générationnel et l'islamisation de la radicalité, dans cet ouvrage où il explique la fascination pour la mort des djihadistes qui ont opéré sur le territoire français. Et puis Gilles Kepel, qui publie justement cette semaine un recueil de ses chroniques sur France Culture, La fracture, chez Gallimard, et qui lui met vraiment la question du religieux au cœur de ses causalités. On va les écouter et on en revient avec vous sur cette question après. Alors, si la majorité des terroristes vient bien des secondes générations, il y a quand même plusieurs phénomènes frappants. Le nombre de convertis. On peut pas dire que les convertis viennent de milieux qui soient spécialement opprimés, surtout quand ils viennent de Normandie ou de Bretagne. Il y a le fait que la révolte reste essentiellement concernée par les secondes générations, sur 20 ans. Donc on se dirait, bon, si c'est une protestation contre la situation des banlieues, on verrait arriver assez massivement les troisième générations. Pour le moment, on les voit pas. Et puis ensuite, eux ne formulent pas ça comme une réponse à leur situation concrète. Ils se réclament toujours d'autres causes. L'islam mondialisé, ils vont parler de la Tchétchénie, de la Palestine, des Ouïghours, etc. Aucun d'entre eux ne se réfère à son père, c'est-à-dire au pays et à l'histoire de son père. Les Algériens ne parlent pas des parachutistes d'Alger. Quand ils passent au terrorisme, ils vont vous parler des croisés. Les Bangladeshis qui ont assassiné des Italiens il y a quelques semaines, c'est pareil. Ils ont dit qu'ils ont assassiné des croisés. Ils sont jamais insérés dans des combats réels. À partir du moment où ces attentats sont faits au nom d'une conception probablement dévoyée d'une religion, on les a entendus, le Conseil des imams de France, de Daomeskin, le CFCM ont condamné les choses certainement, mais je pense que ce phénomène ne pourra être éradiqué qu'à partir du moment où ses bases sociales seront éradiquées. Ce n'est pas simplement la dimension policière est bien sûr importante, elle est fondamentale, mais elle montre ses limites même face à un événement comme celui qu'on a évoqué en détail tout à l'heure. Et donc là, il y a un changement de niveau à mettre en œuvre. Je ne suis malheureusement pas sûr que nos dirigeants en aient pris véritablement la conscience. C'est un enjeu qui menace, c'est une guerre de civilisation qui menace notre société dans l'ensemble de ses composantes. Et ce n'est que si elle est mobilisée elle-même, si elle comprend la nécessité et les modalités de ce combat, qu'on pourra gagner ce défi. Il est clair que ce n'est pas simplement les institutions de l'État qui sont mises en cause, c'est chacun d'entre nous.
François Burgard, il y a donc ce clivage aujourd'hui. On entendait d'abord Olivier Roy, ensuite Gilles Kepel, qui s'exprime au sein de la communauté des chercheurs, mais il n'est pas toujours compréhensible pour le commun des mortels et des auditeurs et des animatrices. Peut-être, est-ce que pouvez-vous nous expliquer en quoi, pour vous, les motivations politiques sont centrales et pas assez prises en compte par vos confrères? Alors, d'abord, une parole consensuelle, prudente et modeste. Une problématique aussi complexe que celle qu'on aborde, on ne peut pas l'écrire en noir et blanc. Donc il ne s'agit pas pour moi d'invalider la totalité de ce qu'on vient d'entendre. Il y a une phrase de Gilles Kepel quand il dit « la réponse policière ne pourrait jamais suffire, c'est bien la matrice sociale que je peux très facilement m'approprier. Je peux m'approprier des pans entiers de la contre-proposition d'Olivier Roy, surtout lorsqu'il s'en prend au centralisme de la thèse de Gilles Kepel. Je vais prendre un registre métaphorique. Pour nous expliquer la violence à laquelle nous sommes confrontés dans notre société, il y a une vieille explication, c'est celle du sens commun, solidement portée par une partie du spectre académique, je vous laisse mettre des noms, qui est « ce sont des fous de Dieu ». Fou de Dieu, merci pour elle se porte très bien cette théorie. Et puis nous en avons une autre, c'est des fous tout court. C'est des fous tout court, nous avons des explications psychologisantes qui ne sont pas complètement dégagées de la matrice de l'approche religieuse, puisque nous avons eu une production récente qui évoque le sur-musulman. Alors c'est une propension des adeptes de la religion musulmane à avoir des dérives qui relèvent de la psychiatrie plus que de la politique. Et puis nous avons, avec effectivement la thèse de l'islamisation de la radicalité, une sorte de fou social, un nihiliste, un pied nickelé, qui présente un double avantage. D'abord, il permet de parfaire la critique du monopole accordé à la variable religieuse, et en ce sens, j'y souscris. Et il a l'avantage de dire ces nihilistes pieds nickelés n'ont rien à voir avec la communauté des musulmans qui d'ailleurs n'existe pas, dont ils sont issus. Et donc tous les gens qui se disent « Ah, c'est sympa quand même d'avoir une explication qui permet de penser l'exonération de responsabilité des musulmans », ben celle-là, elle est sympa. On coupe ces acteurs de leurs racines musulmanes, on dit « Ils n'ont rien à voir ». Malheureusement, le coût de cette thèse-là est extrêmement élevée. Et là, malgré mes prudences circonstancielles qui disent « je prends un petit peu », non, je dresse une ligne rouge. C'est lorsque, effectivement, Olivier nous dit « c'est la souffrance de ces gens-là n'a rien à voir avec les souffrances subies par leur communauté musulmane d'appartenance, et je vous le prouve, la colonisation, ils n'ont pas connu. Les bombes que nous déversons en Syrie, ils savent même pas où est la Syrie. Leurs bombes n'ont absolument rien à voir avec les nôtres. Ce ne sont pas les victimes qui se rebellent. Mais je suis désolé, factuellement c'est faux. Ahmedi Koulibaly a tenu dans ses bras un de ses copains mourant à la suite d'une bavure policière. Ahmedi Koulibaly a tous les défauts de la terre, sauf d'être capable de s'exprimer sur les problèmes du monde musulman contemporain. Donc c'est quand même extrêmement fragile de vouloir créer un individu. Attention, on le compare avec Columbine au Colorado. Il n'y a rien qui peut s'expliquer par son appartenance à cette partie du tissu national français qui est stigmatisée depuis la période coloniale. Et ça, pour moi, c'est inacceptable. Et ce qui est essentiel pour vous, c'est de comprendre que la seule référence religieuse ne suffit pas à expliquer les motivations des acteurs. Oui, bien sûr, ça j'ai balayé du djihad d'un ou de revers de politique. plume, Et mais on là, en revient effectivement. Tout le monde est d'accord. Il y a une majorité de l'académie qui se démarque de Bernard Lewis et de la thèse du néocon, comme quoi il y aurait quelque chose d'inhérent à l'appartenance musulmane qui produirait de la violence. Ça ne fonctionne pas, ça. Et c'est pourquoi il faut, selon vous, se replonger dans les racines historiques et les motivations politiques de ce rapport, de cette relation aussi entre l'islam et l'Occident. Ces deux thèses ont pour moi en commun un dénominateur que je réfute, c'est qu'elles nous interdisent de penser la part de responsabilité des non-musulmans
musulmans dans cette alchimie qui fabrique de la violence. Et maintenant, on va où? C'est le dernier chapitre aussi de votre ouvrage, François Burgas, dans lequel vous appelez et vous insistez sur la notion essentielle, selon vous, de partage. L'arme de destruction massive du terrorisme et tout simplement la réaction à ça, c'est le partage, non peu apprécié chez les détenteurs du pouvoir. Il faut donc partager. Ce sera le partage ou la terreur. Merci beaucoup, François Burgas. Comprendre l'islam politique vient de paraître aux éditions La Découverte. Merci à vous, Bruno Cadenne, et à toute l'équipe de La Grande Table.